Cette nuit-là, nous étions 3, mais ceux qui nous appelaient dans les roseaux connaissaient déjà nos voix. Et avant que nous comprenions ce qui se passait, l'un de nous avait disparu, comme s'il n'avait jamais appartenu à ce monde. On raconte que cet incident s'est produit à la toute fin du mois de décembre 2014, ou durant la première semaine de janvier 2015. À cette époque, Meg, Rakib et Touchard, ses 3 amis, faisaient presque tout ensemble. Se retrouver, se promener, imaginer de nouveaux plans un peu fous, ils faisaient tout en groupe, inséparables. Un jour, une nouvelle idée leur vint à l'esprit. Ils décidèrent d'acheter une carabine à air comprimé. L'excitation de sortir la nuit pour chasser dans un endroit désert les attirait énormément. Mais il y avait un problème, ils n'avaient que 16 ou 17 ans à ce moment-là. Il n'était pas facile pour eux de réunir une telle somme d'argent. Après s'être renseignés, ils découvrirent qu'une bonne carabine d'occasion coûterait environ 60 à 70 €. Réunir cet argent devint leur plus grand défi. Après beaucoup de réflexion et de planification, ils commencèrent à économiser chacun de leur côté. Petit à petit, tous les 3 réussirent finalement à rassembler la somme nécessaire. Finalement, un jour, ils achetèrent la carabine. Durant les premiers jours, ils essayèrent de sortir la nuit dans les environs pour chasser. Mais ils ne trouvèrent rien comme ils l'espéraient. Bien qu'un peu déçus, ils n'abandonnèrent pas. Puis, un jour, ils élaborèrent un nouveau plan. De l'autre côté de la rivière qui longeait leur village, il y avait un banc de sable désert recouvert de roseaux et de buissons épais. Très peu de gens s'y rendaient, et la nuit, l'endroit devenait complètement silencieux. Ils avaient entendu dire que de grands oiseaux venaient souvent s'y reposer. Les 3 amis décidèrent d'y aller. Cette nuit-là même, ils se préparèrent et partirent. Meg tenait dans sa main une puissante lampe torche rechargeable, envoyée par un de ses proches depuis la Malaisie. La lumière était si forte qu'on pouvait voir clairement même des objets éloignés. Une nuit silencieuse, un chemin sombre, et devant eux une terre inconnue et déserte. Après avoir quitté leur maison, ils marchèrent un certain temps, puis utilisèrent une petite barque qu'ils avaient préparée à l'avance pour traverser la rivière. C'était leur propre embarcation. Ils traversèrent ainsi la petite rivière et atteignirent le char, banc de sable. La lumière de la lune était assez claire. Il y avait un peu de brouillard, mais pas trop dense. La plupart des choses restaient visibles. Les hurlements des renards, le chant des grillons, le char désert, la lumière lunaire et la légère brume. Tout cela créait une atmosphère très particulière. Les 3 amis continuaient d'avancer en discutant. À un moment donné, ils atteignirent un endroit où l'on pouvait voir des hérons. Parmi eux, Meg visa un grand héron. Il faut dire qu'il avait une très bonne précision. Lorsqu'il tira, la balle atteignit l'oiseau. Touché, le héron vola sur une courte distance avant de tomber au sol. Meg dit alors à Rakib, « Rakib, va chercher l'oiseau. » Rakib dit à son tour à Touchard, « Touchard, va le chercher. » Touchard dit quelque chose à Rakib, Rakib répondit à Touchard après quelques échanges comme cela. Finalement, Touchard partit chercher l'oiseau. Mais une fois parti, Touchard ne revint pas. Quelque chose n'allait pas. Environ 10 à 15 minutes s'étaient écoulées, mais aucune trace de lui. Meg et Rakib commencèrent à s'inquiéter. Meg dit alors à Rakib, « Va voir s'il est arrivé quelque chose à Touchard. » Rakib partit dans cette direction. Mais même après environ 10 minutes, il ne revint pas non plus. Maintenant, Meg se retrouvait seule avec la carabine. Au bout d'un moment, la voix de Rakib se fit entendre. « Meg, Meg, viens ici. Viens par là. Il y a beaucoup de gros oiseaux ici. » Meg répondit, « Par où ?» Rakib dit, « Par ici. Près du crématorium. » Meg répondit immédiatement, « Non, je n'irai pas près du crématorium. Dis-moi si tu as trouvé Touchard. Ramène l'oiseau et reviens. » Mais Rakib insista, « Viens juste voir une fois. Tu comprendras. Ensuite, tu décideras. » Alors Meg entra dans le champ de roseaux. Il y était déjà allé auparavant et connaissait assez bien les lieux. Ce n'était pas un endroit inconnu pour lui. C'étaient des garçons courageux, et ils connaissaient bien les environs, où se trouvait le crématorium, où se trouvait le cimetière, tout. En avançant à travers les hauts roseaux, Meg cria, « Pars, où es-tu? Où es-tu » Les roseaux étaient très hauts, il ne voyait pas clairement. La voix de Rakib venait d'un côté, « Ici. Viens par ici. » Suivant la voix, Meg avança. Il parlait pendant qu'il marchait.
Meg demanda, « Tu as trouvé Touchard ?» Rakib répondit, « Peut-être que Touchard s'est enfui. Il est probablement rentré chez lui. Viens par ici. » Meg continua d'avancer vers la source de la voix. Soudain, il trébucha sur quelque chose. C'était mou. En regardant en bas, il fut choqué. Il vit Rakib allongé dans la boue, complètement couvert, le visage tourné vers le ciel, émettant un faible gémissement. Mais au même moment, d'une autre direction, la voix continuait d'appeler. « Meg! Meg! Viens ici !» Imitant la voix de Rakib. À cet instant, Meg comprit ce qui se passait. Il était certain qu'un esprit maléfique essayait de l'attirer vers le crématorium. Il essaya rapidement de ramener Rakib à lui. Rakib n'était pas totalement inconscient. Au bout de peu de temps, il reprit ses esprits. Meg lui demanda, « Où est Touchard? Que t'est-il arrivé ?» Rakib répondit, « Demande pour Touchard plus tard. Emmène-moi loin d'ici rapidement. Sinon, nous allons mourir tous les deux. » Maintenant, Meg était dans un dilemme. Comment pouvait-il laisser Touchard seul sur ce char désert en pleine nuit? Mais Rakib était tellement terrifié qu'il refusait de retourner le chercher. Il répétait sans cesse, « Emmène-moi vite. Je ne pense pas survivre. » Ils se dépêchèrent donc de retourner vers l'endroit où ils avaient laissé la petite barque. Ils la trouvèrent, y montèrent, traversèrent la petite rivière et rentrèrent chez eux. Durant tout ce trajet de retour, rien d'inhabituel ne se produisit. Sur le chemin du retour, Rakib révéla un détail terrifiant. Lorsqu'il était entré dans les roseaux à la recherche de Touchard, en se dirigeant vers l'endroit où l'oiseau était tombé, il vit un grand renard blanc en train de déchirer et de manger l'oiseau qu'ils avaient abattu. Dès que Rakib s'approcha, le renard le fixa avec un regard effrayant. Et ce n'était pas tout, il abandonna l'oiseau et attaqua directement Rakib. Ils luttèrent, et le renard tenta de traîner Rakib vers le crématorium. À un moment donné, il échoua, le relâcha, puis s'enfuit. Mais avant de partir, Rakib dit qu'il avait entendu la voix de Meg comme s'il parlait à quelqu'un. Cela signifiait qu'un autre esprit maléfique imitait la voix de Rakib pour attirer Meg dans une direction, tandis que cette entité ressemblant à un renard essayait d'emmener Rakib ailleurs. Lorsque Meg, sans le savoir, s'approcha suffisamment de Rakib, le renard blanc le relâcha soudainement et s'enfuit ailleurs. Par la grâce d'Allah, Rakib survécut cette nuit-là. Il survécut. Meg survécut également. Sinon, tous les deux auraient fait face à quelque chose de terrible cette nuit-là. Ils rentrèrent chez eux. Après leur retour, ils pensèrent peut-être que Touchard était rentré par un autre côté. Mais s'il était réellement rentré, il aurait dû traverser la rivière. Or, leur barque était toujours de ce côté, comment aurait-il pu traverser? Ils décidèrent que, puisque quelque chose d'effrayant s'était déjà produit, ils chercheraient Touchard le lendemain matin. Le lendemain matin, tous les deux allèrent chez Touchard. Là, ils apprirent qu'il n'était pas rentré chez lui cette nuit-là. Lorsque sa famille apprit ce qui s'était passé, ils grondèrent sévèrement Rakib et Meg. Ils dirent, « Vous ne changerez jamais. Pourquoi êtes-vous allés faire ce genre de choses? Maintenant, nous ne savons même pas ce qui est arrivé à Touchard. Nous devons le retrouver. » Ils allèrent tous ensemble dans cette zone et commencèrent les recherches, l'endroit où Touchard avait disparu. Ils cherchèrent minutieusement, mais aucune trace de lui. Un jour passa, puis 2, puis 3, toujours aucun signe de Touchard. Une plainte fut déposée au poste de police, mais aucune information ne fut trouvée. Ensuite, ils commencèrent à consulter des savants religieux et des guérisseurs traditionnels, des personnes qu'ils pensaient avoir des connaissances sur ce genre de choses. Mais même eux ne purent fournir aucune information. Personne ne pouvait rien dire. Aucun indice sur Touchard ne fut trouvé. Une seule personne réussit à dire une petite chose, que Touchard ne se trouvait nulle part dans le pays. C'était tout ce qu'il pouvait dire. Au-delà de cela, rien sur son état ou sa localisation ne pouvait être connu. Pendant ce temps, Rakib et Meg subissaient aussi la pression de leur famille. À cause d'eux, Touchard avait disparu. Ils réalisèrent qu'ils ne devraient plus jamais faire de telles choses, ne plus faire de mal aux animaux, ne plus voler quoi que ce soit. La famille de Touchard était profondément inquiète. En hiver, dans de nombreuses régions du pays, des rassemblements religieux, Wazmafil, sont organisés, cela fait partie de la culture. Dans leur région, un savant respecté était venu de Silay pour donner une conférence. On disait qu'il avait de bonnes connaissances sur les phénomènes paranormaux. Après la fin du rassemblement,
la famille de Touchard parla avec lui. Il dit qu'étant venu uniquement pour donner une conférence, il ne pouvait pas fournir ce type d'informations immédiatement. Il existait une méthode appropriée pour cela. Il leur demanda d'apporter un vêtement utilisé par Touchard, quelque chose de non lavé et de venir le voir à Sillet. Il leur donna son adresse. Ainsi, la famille de Touchard se rendit à Sillet. Lorsqu'ils lui remirent le vêtement, le savant commença son travail. On croyait que les djinns pouvaient utiliser l'odeur de ces vêtements pour localiser une personne n'importe où dans le monde. Après un certain temps, une information très étrange arriva. On disait que Touchard n'était pas dans le pays. Il se trouvait quelque part à Téhéran, en Iran, dans une zone montagneuse. Mais il n'avait même pas de passeport. Comment aurait-il pu arriver à Téhéran? Comment cela pouvait-il être possible? Ils essayèrent d'obtenir des informations plus détaillées, mais rien de plus ne put être connu. On leur dit seulement que, pour le moment, Touchard ne pouvait pas être secouru. Ils devaient rentrer chez eux. C'était tout ce qu'ils purent apprendre. Les djinns n'étaient pas disposés à fournir plus de détails ni à poursuivre le travail à ce moment-là. Si quelque chose pouvait être fait à l'avenir, ils seraient informés. Le savant garda le numéro de téléphone de la famille. Pendant ce temps, Rakib et Meg continuaient de penser à ce qui était arrivé à Touchard. Lorsque la famille retourna au village, ils partagèrent ce qu'ils avaient appris, que Touchard se trouvait maintenant à Téhéran, en Iran, dans un endroit isolé. Il avait été emmené par des êtres surnaturels. C'était tout. On peut imaginer l'état de la famille après avoir perdu leur fils. Même après cela, ils continuèrent à chercher des réponses en allant dans différents endroits. Mais finalement, ils sentirent qu'il n'y avait plus rien à faire. Malgré cela, ils consultèrent encore quelques personnes, y compris ceux qui, auparavant, n'avaient pas pu donner d'informations. Maintenant, tous donnaient la même réponse. Et pourtant, personne ne pouvait dire ce qui était réellement arrivé à Touchard. C'est pourquoi on disait qu'il était en Iran. Mais personne d'autre ne pouvait en savoir davantage. Dans cette situation, le temps continua de passer ainsi presque une année entière. Vers la fin de l'année 2015, pendant l'hiver, soudain, un jour, Touchard fut retrouvé dans la cour de sa maison, dans un état très préoccupant. Après qu'il soit redevenu un peu normal, on lui demanda ce qui s'était passé. Alors Touchard partagea des informations très étranges. Il dit que cette nuit-là, alors qu'il cherchait l'aigrette, en regardant autour de lui, il aperçut soudain quelque chose dans le champ de cache. À un endroit, il y avait cette silhouette féminine. Elles n'avaient pas toutes la même taille, certaines étaient petites, d'autres de taille moyenne, d'autres encore grandes, comme si elles représentaient différents âges. Elles portaient de très beaux vêtements et jouaient avec les aigrettes. Les oiseaux jouaient également avec elles. En voyant cela, il se cacha et les observa pendant quelques minutes. Puis, l'une d'elles remarqua qu'un humain les regardait. Immédiatement, elles le capturèrent et l'emmenèrent en Iran. Après être arrivé en Iran, il apprit que ses filles étaient sept sœurs. Leur père était le chef de leur tribu. Elles se plaignirent auprès de leur père que ce garçon les avait vues. Les voir était une chose, mais il ne s'était pas enfui. Au contraire, il s'était caché pour les observer. Cela était considéré comme un crime grave. Touchard expliqua que ces fées viennent au Bangladesh à une période spécifique de l'année, surtout dans les zones de char. Là où elles vivent en Iran, il n'y a pas de zones humides comme celle-ci. Elles ne voient pas d'oiseaux comme les aigrettes. C'est pourquoi elles viennent ici une fois par an, simplement pour jouer, puis elles repartent. C'est ainsi qu'elles étaient venues et jouaient avec les oiseaux lorsqu'il les a vues. Le chef devint très en colère. Il dit « Tu as eu le courage de les regarder, très bien. Mais pourquoi ne t'es-tu pas enfui? Tu dois être sévèrement puni. » Après cela, Touchard fut emprisonné là-bas. Il ne recevait pas de nourriture correctement et était parfois battu avec des bâtons. Pendant ce temps, la plus jeune des sept sœurs, qui s'appelait Elaïara, développa des sentiments pour Touchard. Elle était jeune, environ 16 ou 17 ans, et ne comprenait pas entièrement la situation. En voyant qu'il était affamé et battu, elle demanda à son père de ne pas le torturer ainsi. Après sa demande, même si Touchard resta emprisonné, il commença à recevoir de la nourriture correctement et les tortures cessèrent. Elaïara venait parfois à l'endroit où il était détenu. Elle y avait accès, tout comme certaines autres personnes. Peu à peu, ils commencèrent à parler. Avec le temps, une sorte de relation amoureuse se développa entre Elaïara et Touchard. Cela créa un autre problème.
Elahi Ara dit à son père que Touchar devait être libéré, elle voulait l'épouser. Son père devint furieux. Il dit, c'est impossible. Il n'existe aucune règle comme celle-ci ici. Et toi, en tant que fille du chef, comment peux-tu dire une telle chose? Si j'accepte cela, comment vais-je contrôler les autres? Mais la jeune fille devint obstinée, elle insistait pour épouser Touchar. Alors, les conseillers du chef dirent, pourquoi avez-vous amené ce problème ici? Vous auriez pu simplement le punir et le renvoyer. Maintenant, cela a créé un problème plus grand. Si vous le renvoyez maintenant, votre fille pourrait le suivre. Que ferez-vous alors? À ce moment-là, le chef décida de condamner Touchar à mort. Lorsqu'Elahi Ara entendit cela, elle fit un énorme scandale. Elle déclara que si Touchar était tué, elle mettrait fin à ses jours. Le problème s'étendit alors au sein même de la famille. À un moment donné, le chef décida même qu'il tuerait Touchar. Et si sa fille essayait de l'en empêcher, il la tuerait aussi. Mais les autres filles et leur mère s'y opposèrent. Elles dirent, « Nous ne pouvons pas perdre notre fille ainsi. Le garçon a été amené ici, d'accord, mais maintenant une relation s'est formée. Nous devons gérer cela avec prudence. » Finalement, le chef expliqua la situation à sa fille et fixa une condition. Touchar serait renvoyé chez lui. Mais la condition était la suivante, Elahi Ara ne devait plus jamais s'approcher de Touchar. Si elle essayait un jour de le rencontrer, Touchar serait immédiatement tué. C'était la seule façon pour lui de survivre. À la fin, Elahi Ara accepta. Elle dit qu'elle ne s'approcherait plus jamais de lui, tant qu'il ne serait pas tué et qu'il serait renvoyé chez lui. Selon cette condition, après une si longue période, Touchar fut finalement renvoyé chez lui. Cependant, Touchar lui-même ne voulait pas revenir. Il ne voulait pas quitter cet endroit. Il ne voulait pas quitter Elahi Ara. Il déclara même qu'il ne retournerait pas dans sa propre maison. Il était tombé dans un attachement si profond qu'il refusait de revenir. Finalement, certains djinns le ramenèrent de force chez lui. D'un autre côté, Elahi Ara ne pouvait plus venir à lui non plus. Après cela, Touchar ne put jamais retrouver une vie normale. À cause de la douleur de la séparation avec Elahi Ara, il devint à moitié fou. Même après l'avoir montré à plusieurs guérisseurs religieux, ils dirent que ce n'était pas une possession par des djinns, c'était un problème psychologique. Il avait besoin d'un traitement médical. Sa famille organisa un traitement, mais même aujourd'hui, il reste dans cet état à moitié fou. Parfois, il parle en persan, la langue de l'Iran, tout seul. Si quelqu'un parle de mariage, il dit « Non, je ne me marierai pas. Je suis déjà marié avec Elahi Ara. » Encore aujourd'hui, il vit dans cet état. Elahi Ara n'est jamais revenu vers lui. Ainsi, tous deux restèrent à jamais séparés, chacun de son côté. Ce traumatisme émotionnel, le choc de la séparation, Touchar n'a pas pu le supporter. Et c'est cela qui a causé son état mental. Encore une chose, le renard qui était apparu plus tôt n'avait aucun lien avec les faits. Il était en réalité venu du crématorium pour manger les grettes. Et une autre illusion avait été créée là pour attirer Meg et Rakib vers le crématorium également. Mais par la grâce d'Allah, cela ne s'est pas produit. Ils ont survécu. Et, c'était l'histoire.